Ouais. Alors, comment, chez Apreva, on exporte l'expérience d'une entreprise à une autre? Parce que si de nos amis qui sont là sont intéressés, se rapprochent de leur DRH, qui dit allez voir Aprevia, voilà ce qu'ils font de bien. Comment on exporte l'expérience? Alors l'expérience, on l'exporte plus ou moins d'ailleurs, parce qu'il faut à chaque fois s'adapter, comme je le disais tout à l'heure. Donc l'idée, c'est à chaque fois de repartir des expériences. Alors c'est vrai que nous avons organisé cette année un forum, un atelier bien-être au travail, où nous avons demandé à quelques entreprises qui avaient mis en place des actions de témoigner. Et nous avons fait venir d'autres chefs d'entreprise qui parfois n'étaient pas encore convaincus en fait de l'intérêt d'investir dans la prévention. Et je pense que des témoignages tels que celui d'Aurore, bien évidemment, parlent aux chefs d'entreprise et interpellent les chefs d'entreprise. Donc c'est aussi ça, le principe, c'est de faire rencontrer les différents chefs d'entreprise pour qu'ils échangent et qu'ils partagent leurs expériences. Après, voilà, oui, comme elle l'a dit, c'est vrai que l'atelier, par exemple, sur les gymballs, on sait aujourd'hui que dans la prévention des troubles musculo-squelettiques, l'activité physique est très importante. Et nous, on est vraiment dans ce champ-là, c'est-à-dire que notre but, c'est d'agir en préventif et donc de proposer des activités autour de l'activité physique. Donc les gymballs, c'est un exemple, mais après, il y a plein d'autres choses, la gym douce, les étirements, etc. Et donc, à chaque fois, c'est de montrer un panel d'activités qui permettent à la personne de se sentir bien et aussi, même si elle ne s'en rend pas toujours compte, d'agir en prévention sur des problématiques de santé qui pourraient arriver. Donc c'est ça aussi l'intérêt en fait. Alors on a parlé des troubles musculo-squelettiques là et c'est très bien parce qu'aujourd'hui toutes les professions je pense sont touchées par les troubles musculo-squelettiques, mais on n'a pas évoqué les troubles psychosociaux. Est-ce que vous avez mené une action spécifique? Est-ce qu'il y avait un problème de troubles psychosociaux chez vous? Est-ce que vous avez dû travailler dessus? Non, il n'y a jamais de risque, psychosocial en entreprise. Non, alors c'était pas une problématique qui avait été identifiée en tout cas quand moi je suis arrivée. Alors pas en tant que telle, pas qualifiée de telle. Ce qui remontait en fait dans le cadre des questionnaires, c'était surtout du stress au travail. Ce que chacun qualifie de stress au travail, parce qu'on est quand même dans des activités assez séquencées, assez cadencées. Donc on avait cette problématique-là. J'ai pas spécifiquement mis l'action sur cette... j'ai pas pointé du doigt ce qui était un risque psychosocial dans l'entreprise pour pas créer une panique en interne. Je pense qu'il y en a. Alors, c'est plutôt en termes de pression et de travail. Mais le fait qu'ils aient des soupapes comme ça, de manière régulière, qui sont introduites dans leur quotidien, leur fait du bien. On parlait de gestion du stress tout à l'heure. Effectivement, un atelier comme la sophrologie, c'est des petits exercices. Voilà, nous, les ateliers, on a volontairement choisi des formats de 1 heure. En 1 heure de sophrologie, la sophrologue leur donne des petites subtilités et des petits outils qu'ils peuvent réutiliser dans leur quotidien. La gym ball, en fait, Clément leur donne des petits outils pour introduire la gym ball dans leur quotidien. On avait fait intervenir une psychologue clinicienne sur de la cohérence cardiaque. Voilà comment, via une application gratuite sur le téléphone mobile et 1 minute 3 fois par jour, on peut éventuellement désamorcer une situation de stress. La communication, c'est un peu pareil. C'est comment, face à une situation d'agression, le fait que je me prenne juste 10 à 15 secondes pour inspirer, expirer, comment j'arrive à réduire mon rythme cardiaque pour, au final, ne pas basculer moi aussi dans une logique d'agressivité. Donc l'intérêt des petits ateliers comme ça, c'est comment Apreva nous donne des petits outils sur des laps de temps très courts, en mobilisant pas ou peu de budget, et qui au final sont applicables tout de suite, de manière immédiate, dans le quotidien des salariés. Voilà, on a vu des petits réflexes comme ça, où des salariés systématiquement se mettent en off et prennent juste 30-45 secondes, 1 minute maximum, pour se dire, voilà, là je sens que je suis en situation de stress, voilà mes signaux où je sais que je suis en situation de stress, et hop, tout de suite faire le lien avec l'atelier qu'ils ont vécu, sophro, cohérence cardiaque, et comment je redescends en pression pour pouvoir continuer ma journée. Alors l'avantage du coach Apreva, c'est que Apreva arrive avec ses statistiques et avec tout un panel de solutions qui ont déjà été testées depuis des années dans d'autres entreprises. Donc j'imagine que les outils sont très adaptés parce que vous avez déjà pu mesurer tout un tas de choses. Oui, tout à fait, oui. Donc nous avons un certain nombre d'outils que nous avons validés auprès des différentes expériences que nous avons eues. Et ensuite, nous avons aussi des partenaires. Donc le groupe Aesio, par exemple, a signé un partenariat avec l'ANACT,
qui peut aussi accompagner nos entreprises dans des démarches de prévention et notamment sur des démarches telles que sur les risques psychosociaux, où là il faut vraiment avoir des conseils. Nous on n'a pas les équipes en interne en fait pour accompagner sur ces thématiques-là. Donc quand c'est comme ça, on se fait accompagner de personnes connues, reconnues sur des thématiques un peu plus compliquées à notre niveau. Alors, revenons sur l'accord lui-même de qualité de vie au travail. Donc, vous avez négocié avec les organisations syndicales. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, votre accord, point par point? Qu'est-ce que vous avez introduit dans cet accord signé? Parce que là, vous nous avez donné les pratiques, mais cet accord signé, il prévoit quoi comme engagement de l'entreprise et obligation des salariés? Alors, l'accord en lui-même n'a pas été qualifié d'accord de qualité de vie au travail. En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je me suis servi de l'accord égalité professionnelle pour en faire un accord qualité de vie au travail, mais je ne l'ai pas qualifié comme tel en interne. Parce que la qualité de vie au travail est encore appréhendée et par les collaborateurs et par la direction comme quelque chose, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de cosmétique. C'est juste, c'est tendance, et puis on en fait parce qu'en fait, voilà, mais nous, on n'est pas une start-up en fait. Donc tout de suite, on a cette image QVT, start-up, on joue au baby-foot, on fait des batailles de nerfs, on va faire des stages de canoë-kayak, du kendo, etc. Donc il y a cette image de QVT où on se dit ouais bon allez c'est fun mais c'est pas pour nous, c'est pour les boîtes, les jeunes boîtes, enfin voilà, c'est dans l'informatique, c'est dans les domaines bien spécifiques, on voit ça que dans les GAFA, etc. C'est pas pour nous en fait. Donc je me suis adaptée moi à la culture de l'entreprise parce que je suis quand même dans un bassin d'emploi où ils se disent qu'effectivement il y a plein de choses qui sont pas pour eux, notamment la prévention, c'était pas pour eux à l'origine. Donc, au travers de l'égalité professionnelle, on a aussi travaillé avec la RACT, en l'occurrence, pour le plan égalité professionnelle, et on a ouvert le spectre. Et donc, en ouvrant le spectre, voilà, on a travaillé sur l'aménagement du temps de travail. Donc, on s'est engagé à introduire de la souplesse dans nos organisations. Pour respecter l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. On a travaillé sur la démarche prévention bien-être. On s'est engagé à réduire effectivement l'absentéisme. Alors on n'avait pas pris d'engagement chiffré. On avait dit qu'on souhaitait. Ouais, c'était très compliqué. C'est assez aléatoire en plus, puisqu'effectivement on est aussi dépendant de l'état de santé de nos propres collaborateurs. Quelquefois il y a de l'absentéisme. Parce que dans l'imagerie médicale, on est exposé à certaines maladies professionnelles, comme pas forcément les autres. D'ailleurs, il y a un départ à la retraite plus tôt dans l'imagerie médicale. Non, c'est plus actif aujourd'hui. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes d'engagement, notamment, on avait pris des engagements en vue d'investir dans du matériel exposant moins les manipulateurs au rayonnement ionisant, par exemple, parce que c'est le principal risque qu'on puisse identifier assez facilement. Donc aujourd'hui, c'est comment on expose moins les équipes et les patients au rayonnement ionisant. Bah, forcément, on investit dans des machines plus performantes, qui sont plus protectrices, qui vous envoient moins de doses quand vous faites un examen médical. On a renforcé les EPI puisqu'en fait quand vous êtes en situation de rayonnement ionisant, vous devez porter dans certaines situations des tabliers de plomb. On s'est engagé dans une démarche qualité qui n'était pas obligatoire il y a 3 ans, qui va le devenir à compter de 2019, mais on avait anticipé cette tendance depuis 3 ans. Il y a un label spécifique en imagerie médicale qui existe là-dessus, donc on avait anticipé cela. On s'est engagé en fait en tout cas sur cette démarche qualité qui est calquée assez fortement sur une démarche ISO, ce qui est nouveau en fait pour les cabinets d'imagerie médicale, puisqu'en fait aujourd'hui c'est un des rares pans du domaine de la santé qui n'est pas encore soumis en fait à certification, accréditation. Et donc c'était assez novateur il y a 3 ans de se lancer dans ce type de démarche. Donc aujourd'hui les engagements qu'on a pris sont bien remplis. En tout cas, puisqu'on a quand même réduit notre absentéisme. Les rayonnements ionisants, ça, on sait le mesurer aussi. En fait, l'investissement dans les machines qui a été fait a réduit l'exposition de manière assez significative des équipes également. Alors, est-ce que vous avez rencontré l'adhésion de l'ensemble des organisations syndicales représentées dans l'entreprise? Oui. Non, ça a été difficile au démarrage. En fait, parce que y a quand même un gros a priori en disant c'est pas pour nous. Donc en fait, on n'y croit pas parce qu'en fait, il sortait aussi d'un cycle où c'est ce que je disais, le dialogue entre la direction et les équipes était quand même assez compliqué en fait. Tout tournait autour du salaire concrètement, et à part le salaire, il se passait pas grand chose. Donc quand moi je suis arrivée, les premiers retours que j'ai eus, c'est si c'est ça votre politique RH, c'est super. On espère vraiment que vous allez le faire parce qu'on n'y croit pas à votre truc. D'accord.
Et donc, ils ont fini par signer. Ils ont fini par signer parce qu'ils m'ont dit, on n'y croit pas, mais vous le vendez tellement bien qu'on a envie d'y croire. Je pense qu'en fait, c'est ce qu'on avait dit ensemble quand on en avait déjà discuté. Je pense qu'il faut que au moins un membre du comité de direction soit convaincu, impliqué et incarne ce projet. Moi, c'est ce que je disais, pour pouvoir prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Même moi, en tant que DRH, il faut que je renvoie une image qui soit aussi raccord avec le fait que je veuille faire de la prévention, du bien-être. Si j'arrive tous les matins à 6h du matin et que je pars tous les soirs à 23h et qu'en plus je continue à répondre à mes mails jusqu'à 2h du matin, quelle image je renvoie si je dis qu'il faut veiller à un équilibre vie pro, vie perso. Même chose, j'ai 85% de femmes. Voilà, quelle image, moi, en tant que DRH femme, je dois renvoyer auprès de mes équipes pour qu'ils adhèrent au discours que je tiens. Si moi-même, en fait, je n'incarne pas les projets que je défends, ça va être compliqué, ils ne vont pas y croire. Donc on parlait d'activité physique, par exemple. Si moi-même DRH je ne fais pas d'activité physique, comment voulez-vous que je vende à mes équipes le fait qu'ils fassent de l'activité physique? Voilà, et je pense qu'en fait à un moment donné, à l'origine du projet, il faut quand même qu'il y ait un porteur de projet qui y croit. J'étais un peu seule au départ, mais au final, petit à petit, ils se sont dit, bon, allez, elle a l'air d'être raccord avec ce qu'elle dit, donc on va y aller, on va quand même essayer de lui faire confiance. Et puis on va voir où ça nous mène. Et maintenant, je pense que 3 ans plus tard, avec le recul qu'on en a, la confiance y est. C'est ce que je disais au tout départ. En fait, il y a 3 ans, j'aurais jamais imaginé faire des ateliers comme on les fait, emporter une adhésion, que les équipes soient désormais en demande, me fassent des propositions d'ateliers, puisqu'on en est là aujourd'hui. Demain, j'organise pour la première fois un événement d'entreprise. Alors c'est pas grand chose en fait, on fait venir un food truck et on organise une séance de yoga du rire. Vous voyez aujourd'hui le yoga du rire en entreprise, il y a 3 ans si j'avais dit on signe et dans 3 ans on fait une séance de yoga du rire, personne n'y aurait cru. Mais alors vraiment personne, moi la première d'ailleurs. Et aujourd'hui on y est. Et au final, aujourd'hui mon objectif il y a 3 ans c'était de fédérer les équipes, de créer de la cohésion au niveau des équipes. Et à travers ces ateliers, plutôt que d'aller dire aux équipes, toi tu travailles avec elle, toi tu travailles avec elle, toi tu travailles avec elle, je me suis servi de cette porte d'entrée-là et, hors temps de travail, créer une dynamique au niveau de ces petits groupes pour que la dynamique de cohésion arrive dans l'entreprise en fait. Alors...